Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat. Et bienvenue sur les antennes de Radio Imo, Radio Territoriale et Bâti Radio. Nous faisons suivre cette première tournée régionale Renault Tour en attendant le forum Renault Days les 7 et 8 octobre prochains, je le rappelle, à Paris, porte de Versailles. En attendant, c'est la première date de cette première tournée Renault Tour. Nous sommes ici donc à Strasbourg, dans les anciens locaux de la manufacture des tabacs. Un projet qui, je le rappelle, est emblématique évidemment de cette transformation d'une friche industrielle. Et c'est un lieu évidemment idéal pour parler de rénovation énergétique. Et puis, on va peut-être vous entendre parce que vous pouvez aussi applaudir, parce que je rappelle aussi que ces émissions sont faites en public, donc vous pouvez vous applaudir. Merci d'être présent ici et d'écouter évidemment les débats qui nous intéressent aujourd'hui. Nous recevons Siamak Agababei. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le premier adjoint à la maire de Strasbourg et vice-président de l'Eurométropole. Également m'a rejoint ici Jean-Philippe Guillon. Rebonjour. Oui. Bonjour, président de Renault Days. Et ensemble, on va évidemment parler de cette question de la rénovation énergétique. Peut-être, monsieur le premier adjoint, parler des priorités de l'Eurométropole de Strasbourg, justement, en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Quelles sont-elles ? Alors nous avons, comme un ensemble de collectivités françaises, un plan air-climat territorial dans lequel on essaie de mettre l'ensemble des actions qu'il faut mener pour être un territoire résilient, pour avoir un impact et une empreinte carbone qui puisse être soutenable, pour pouvoir avoir une température qui soit une température vivable pour les habitantes et les habitants, une qualité de l'air. La question de l'énergie fait bien sûr partie de cet ensemble. Et l'objectif, c'est de se dire que ce territoire qui doit se développer économiquement, on doit pouvoir créer des entreprises, des richesses, on doit pouvoir étudier, on doit pouvoir habiter, on doit pouvoir se côtoyer. Comment ce territoire vit ensemble, et pas à l'échelle de 5-10 ans, mais comment ça vit ensemble dans les 50 prochaines années. Et la question énergétique est une question essentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que les questions géopolitiques, il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, vont nous amener dans une certitude qui est que l'énergie va coûter de plus en plus cher. Et c'est une donnée de l'ensemble des territoires et d'une autre également. Et donc la question de comment on consomme l'énergie devient une question essentielle avec le vieil adage du bon sens, mais la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et donc la question de la rénovation, d'une part, des bâtiments est une question importante, mais aussi la question de l'usage des bâtiments. Eric Hardegg disait tout à l'heure, on sous-occupe les bâtiments. Je pense que c'est une réalité qu'il faut se dire. Il faut plus mutualiser, il faut plus partager. Il faudra probablement, la jeune génération a déjà commencé, passer à une propriété d'usage plutôt qu'à une propriété qu'on garde parfois sans pouvoir rénover son bien. Et donc, il y a tout un changement de mentalité à faire. Et donc, pour nous, la question de la rénovation énergétique est une question qui est dans les feuilles de route politiques, autant sur notre propre patrimoine. Nous sommes un grand propriétaire à Strasbourg, les deux collectivités, ville et métropole. À la rien qu'à la ville, on a 130 écoles. Vous imaginez 130 bâtiments scolaires avec ce qui va avec les cours d'école, les classes, les gymnases. Donc, c'est un patrimoine énorme. On a des bâtiments administratifs. Et donc, c'est d'abord se tourner vers nous-mêmes. Quelle est notre responsabilité en la matière et d'engager un plan de rénovation qui est un plan de rénovation ambitieux, pluriannuel, pour atteindre les objectifs. Ensuite, comment consommer ? Et c'est toute la question de la sobriété énergétique et de pouvoir surveiller la température de ces bâtiments. On s'est rendu compte qu'on avait un quart de notre patrimoine qui était en télégestion de température. Et quand la crise énergétique est arrivée et qu'on voulait avoir une température consigne, il a fallu déployer des sondes de température partout et intervenir manuellement là où on ne pouvait pas. Mais donc du coup, on s'engage aujourd'hui d'avoir l'ensemble de nos bâtiments en télégestion, bien sûr toujours activables manuellement, mais de pouvoir contrôler les choses à distance. Et puis, diminuer notre consommation d'énergie. On ne pensait pas qu'on était capable de le faire. En fait, avant de le faire, on pense qu'on n'y arrive jamais. On a réussi de diminuer sans rien renier sur le service public de 30% la consommation entre 2022 et aujourd'hui, que ce soit en gaz et en électricité. On s'est mis à acheter l'énergie différemment. Quand le prix était flat, on achetait sur 3 ans. Maintenant, on est accompagné par quelqu'un qui va regarder les cours de l'énergie et on va acheter 10% par 10%. On a un quart d'heure pour toper quand c'est le bon prix. Et puis enfin, on s'est lancé l'année dernière dans la création d'une entreprise publique locale, une société publique locale, actionnariat 100% public, pour produire de l'énergie.
au niveau local de l'énergie renouvelable. Et donc ça, c'est l'autre partie qui va pouvoir se déployer dans les prochaines années. Et donc la question énergétique est au cœur de tout ça, parce que sans énergie, une ville, ça ne fonctionne pas. Effectivement. Jean-Philippe Guillon, finalement, le Rénotour, c'est ça, c'est mettre en perspective ce qui se passe dans les territoires. Et là, Strasbourg, c'est le bon exemple pour débuter cette tournée. Je crois qu'effectivement, vous avez tout dit. Là, on a l'exemple parfait d'initiatives qui sont efficaces, qui fonctionnent, qu'on doit redéployer ailleurs. J'ose espérer que c'est pas la seule métropole et c'est pas la seule région qui s'avance avec autant d'inventivité et de dynamisme. Mais oui, c'est tout ce qu'on souhaitait justement écouter dans cette démarche. Donc, on peut se poser la question effectivement au départ pourquoi on se retrouve ici, pourquoi on parle beaucoup de la reconversion en fait de la manufacture du tabac, et puis plus on avance dans la discussion et puis on se rend compte que finalement oui non mais en fait il y a cette espèce de co-consommation, et puis il y a la modularité, et puis on se rend compte finalement que ça traduit une autre définition de la rénovation énergétique autour de l'énergie. C'est pas uniquement effectivement cette logique de rénover par rapport aux passoires, par rapport aux bâtiments, aux bâtis, etc. C'est aussi une évolution dans nos modes de consommation, une évolution dans l'occupation de ces locaux, un changement de vie. Et là, on a des témoignages qui élargissent le débat. Dans le forum Renodays qu'on avait organisé en 2023, on était vraiment énormément porté par les aides publiques. À l'époque, MaPrimeRénov' nous portait. On peut pas vraiment dire qu'elle nous porte cette année dans l'organisation de l'édition 2025. Donc justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a intégré le bâtiment. Et là, en fait, avec ce décret tertiaire, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour rappel, c'est 40% d'économie d'énergie à 2030, 60% à horizon 2050. Quand on rajoute ça avec les 700 000 rénovations énergétiques du logement par an entre 2030 et 2050, ça montre à quel point il y a du travail. Il y a du travail, mais il y a aussi des choses à faire pour toute la filière, et on peut être qu'optimiste par rapport à tout ça. Mais effectivement, là, on a finalement, au fur et à mesure de l'évolution de nos discussions et de cette première étape à Strasbourg, des choses qui viennent s'imbriquer pour montrer que voilà, ça a beaucoup de sens, et que à travers chacun des témoignages, on avance et on apprend. Donc c'est l'objectif de cette tournée Rénotour. Et en introduction de ce Rénotour, vous avez fait ensemble la visite de la manufacture, de l'évolution. Strasbourg et Eurométropole sont complètement partie prenante dans ce projet-là. Oui, comme l'a expliqué Eric Hartweg, et la ville et la métropole de Strasbourg sont actionnaires, et deux actionnaires majoritaires de la CERS, et effectivement disposer d'un outil aussi puissant qu'un aménageur, parce que Eric a été assez modeste, mais la CERS, ils ont aussi fait le Parlement européen. C'est quand même, la CERS, c'est un aménageur qui est capable de grandes réalisations historiques sur le territoire strasbourgeois. Et il était naturel de se tourner vers ce partenaire, et il était aussi naturel pour nous de co-construire avec ce partenaire toute la programmation. Et donc les choses se sont faites aussi en partenariat. Fallait se faire rencontrer un certain nombre de synergies. L'université qui voulait changer et venir là, mais du coup libérer un bâtiment qui allait pouvoir être utilisé par la ville par ailleurs. La Haute École des Arts du Rhin devait aussi rapatrier une partie de ses activités, mais aussi du coup libérer un autre bâtiment qui appartient à la ville. Et puis il fallait amener de la vie économique, parce que c'est aussi ça une des fonctions urbaines, c'est la question économique. Et Strasbourg, par exemple, manquait vraiment d'une offre hôtelière qui puisse être abordable et attractive pour les jeunes actifs. Donc l'hostel prend place, et puis il y a l'économie sociale et solidaire qui est un des secteurs économiques majeurs de Strasbourg, c'est 10% des emplois sur notre territoire. Donc alors il y a beaucoup le crédit mutuel qui en fait partie, mais de manière large, c'est un secteur important et pourvoyeur d'emplois et de beaucoup d'innovations sociales, comme l'épicerie que vous avez, comme le restaurant que vous avez. Et donc tout ça, ça fabrique un écosystème qui est un écosystème créatif, populaire, et où on expérimente à l'intérieur de bâtiments historiques qui avaient d'anciens usages, de nouveaux usages. Je pense que la question des usages est un élément essentiel, que ce soit dans ce projet ou ailleurs. Entre le moment où on va rénover
et le moment initial. Il faut aussi qu'on apprenne aujourd'hui à envisager des usages intercalaires. L'espace urbain en ville étant limité, je pense qu'il va falloir qu'on puisse aussi apprendre, peut-être pas de manière optimale, de manière un peu plus dégradée, d'user ces espaces-là à des fins sociaux, à des fins culturelles, à des fins parfois marchands, à utiliser ces espaces intercalaires et donc avoir des usages qui sont un usage initial, un usage intercalaire, une période de rénovation, d'autres usages, mais en tout cas, il faut faire vivre les bâtiments. Jean-Philippe Guillon nous rappelait tout à l'heure de l'importance qu'il y avait finalement au travers de cette tournée de mettre en avant comme ça des exemples de ce qui se fait dans les territoires, mais aussi quelque part pour le territoire qu'est le vôtre, c'est aussi une formidable mise sous projecteur de ce que vous faites. C'est important aussi ce type d'événement et d'y prendre part. Ben, on accueille avec beaucoup d'enthousiasme et on vous remercie d'avoir choisi Strasbourg et puis d'avoir choisi Digital Village ici à la Manufacture des Tabacs. Effectivement, c'est un motif de fierté aujourd'hui pour beaucoup de Strasbourgeoises et de Strasbourgeois et un motif de fierté qu'on souhaite partager. Pour affirmer quand même pas mal de choses sur Strasbourg, Strasbourg a beaucoup de singularités, je vais vous en citer quelques-unes. D'une part, c'est une métropole européenne de 500 000 habitants. Et nous, quand on discute, on discute avec Barcelone, on discute avec Amsterdam, parce qu'on partage les mêmes défis. C'est aussi, d'un point de vue économique, un hub logistique très important dans le bassin rhénan. On a le premier port fluvial français, en tout cas le deuxième port fluvial français. Et puis, on a des hubs logistiques y compris urbains du dernier kilomètre qu'on a développé, par exemple avec des vélos à assistance électrique. Et donc, c'est aussi un domaine dans lequel on est au devant de la scène. On a parlé du projet NextMed à l'hôpital, c'est dans le biomédical. On a un certain nombre d'initiatives créateurs d'emplois, mais aussi au service de la santé des habitantes et des habitants. Et donc, ce type de projet, ça permet aussi de présenter cette Strasbourg qui a une image un peu parfois éloignée. Parfois, on la voit comme Strasbourg en Allemagne. Strasbourg, d'abord pleinement française, pleinement européenne, pleinement transfrontalière, et aussi une ville qui est dédiée à la création. C'est à Strasbourg, on ne sait pas entre Strasbourg et Mannheim, par exemple, que l'imprimerie a vu le jour. Et donc, en cette année, en tout cas l'année dernière, on était capitale mondiale du livre. Et donc, ça montre cet esprit de création, cet esprit pionnier de Strasbourg, où parfois on n'a pas peur de se retrousser les manches et parfois on n'a pas peur d'aller au-devant des projets qui semblent compliqués. Ce projet semblait compliqué. Au départ, certains disaient que dans cette manufacture des tabacs, et c'était la chose la plus simple peut-être à faire, on n'a qu'à faire des logements de luxe. Vous savez que ça se serait bien vendu, c'est un quartier qui est bien placé, mais en faire un lieu de vie, et un lieu de vie ouvert à tous les Strasbourgeoises et tous les Strasbourgeois, c'était un autre défi. Et je pense que c'est ce défi qui a été relevé. Les Strasbourgeois et Strasbourgeoises pourraient être invités aussi sur le Reno Days. C'était aussi l'ambition aussi de trouver des projets vraiment marquants, qu'on puisse les relayer aussi après au niveau national pour éviter justement d'être que dans un microcosme parisien ou francilien. C'est toujours un peu le problème quand on organise des salons à Paris, c'est que justement on a l'impression que c'est de nouveau un coup de projecteur sur la capitale, sur l'Île-de-France. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'on limite l'importance de cette région. J'habite pas à Paris, j'habite justement, nous on a Petite Couronne et Grande Couronne, donc j'habite en Grande Couronne. Et on est quand même, entre 15 et 20 millions d'habitants, donc ça garde un poids et on doit s'y intéresser. Mais c'est avant toute chose, notre pays qui a organisé de cette manière-là, mais avec ce pouvoir très centralisé, etc. Et on a vu quel type de limites ça pouvait avoir, notamment sur ce type d'action de la rénovation énergétique. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas les premiers à avoir eu cette idée de décentralisation de notre événement, puisque effectivement c'est un Reno Days en région qu'on est en train d'organiser. Si cette manière d'aborder les sujets, les thématiques vous intéresse, si ce type de discours, ce type d'initiative qu'on met en lumière aujourd'hui vous intéresse, c'est finalement vous avez un avant-goût de ce qu'est Reno Days. Donc il n'y a pas de limite en soi en termes de transport, de localité, d'espace. C'est sûr que c'est moins évident de certaines régions de France de se rendre à Paris pour 2 jours d'événements, mais ça en vaut vraiment la peine, puisque finalement c'est ce genre de thématique que vous allez retrouver.
Et puis je vous félicite hein, pour ce que vous avez dit par rapport au dynamisme qu'on a vu ici. Ça met une grosse pression quand même aux autres témoins qu'on va avoir sur les villes qui suivent, puisque c'est la première étape. Donc, mais ça montre le dynamisme. On est super content. Enfin, moi, je suis très content en tout cas d'avoir commencé l'étape ici. Et je pense que d'ailleurs tous les partenaires qui nous accompagnent, on a fait le choix aussi d'avoir des partenaires uniques qui nous accompagnent sur les 8 dates, pour que justement ils viennent aussi s'alimenter en même temps que nous de tout ce qu'on va écouter, parce que aussi ce sont des acteurs, IDPRO, Point P, Calibat, qui sont très implantés au niveau régional, la FFB, la CAPEB. Alors, je pense qu'en termes de couverture et par rapport au bâtiment, c'est le cas également. Et puis effectivement, l'ANA, France Rénov, tout l'UNIS, la FNAIM, qui ont tous des antennes locales. Voilà, des antennes locales. Donc, je pense qu'on va être tous très ravis de faire un peu l'audit de tout ce qu'on va entendre. On va pas attribuer des notes, on n'est pas de The Voice, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment s'imprégner de tout ça pour le retrouver à Paris début octobre. Et donc, à partir du moment où on va mettre en lumière toutes ces bonnes pratiques, il n'y a pas de raison que les gens des différentes régions où on va se rendre ne viennent pas justement compléter le nombre de visiteurs de notre événement. Ouais, vous arrivez à les mobiliser, et malgré le contexte qui est loin d'être simple, c'est un doux euphémisme, on sent quand même dans les discours, en tout cas depuis le début, hein, qu'il y a du sourire, il y a de la motivation, il y a de l'optimisme. On ressent pas tant que ça le pessimisme, même si effectivement il y a une réalité qui s'impose à nous. Quand le bâtiment va, tout va. Là, il va moyen, et pour autant, on se rend compte que il est plein de forces vives. Moi, j'étais pendant 10 ans industriel dans le bâtiment. En plus, je trouve que d'ailleurs, dans ce que vous présentez, il y a une certaine logique industrielle qui vient se rajouter à des pouvoirs publics. C'est super intéressant. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant à creuser dans cette dynamique par rapport à l'efficacité des résultats. Peut-être juste pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'industrie et sur la question énergétique, on a un projet phare qui est l'utilisation de la chaleur fatale industrielle à des fins de chauffage urbain. Et donc, il y a en plus un projet transfrontalier, c'est-à-dire il y a une aciérie à Kehl, dans la ville voisine en Allemagne, qui produit de l'énergie fatale. On récupère, on va passer sous le Rhin, on va ramener la chaleur de l'autre côté, et ça va chauffer des logements du côté strasbourgeois. Et il y a toute une logique d'écologie industrielle au niveau du port. C'est toute la chaleur qui était hier jetée en l'air, qui partait en l'air en vapeur, et va être utilisée aujourd'hui pour produire de la chaleur. Et donc, il y a aussi toute cette question de réemploi. Ça me permet juste de dire, sur la question de la rénovation thermique des logements, de dire que nous avons mis en place, après les fluctuations des aides de l'État, on a vu que parfois les aides de l'État fluctuaient, on avait déjà des aides de l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc on a souhaité, pour avoir un effet de levier plus important et d'engager plus de ménages d'aller dans la rénovation thermique, de mettre en place une aide universelle. C'est-à-dire qu'il y a des aides qui sont liées aux revenus, mais on s'est dit qu'il fallait aussi accompagner tout le monde, pour dire à tout le monde que la métropole est à vos côtés. C'est pour ça que depuis l'année dernière, il y a une aide universelle, doubler une aide qui est celle de l'État et doubler d'une aide qui est liée aux revenus. Mais ce qui permet à d'autres ménages aujourd'hui de s'engager, et on sera à peu près aux alentours de 2000 logements rénovés sur le territoire cette année, en plus des logements sociaux qu'on rénove avec les bailleurs sociaux. Donc il s'agit d'avoir une dynamique propre, et on se dit que comme collectivité, on doit être là aux côtés des ménages, parce que c'est pas simple. Parce que c'est difficile quand on est dans une copro, le processus est très long, et nous, collectivités, on doit être facilitateur, et on doit amener les ménages à aller. Et peut-être qu'au niveau de la loi, demain, il faut plus de facilité. Peut-être qu'il faudra des tiers financeurs, comme ça a déjà été formulé, mais peut-être qu'il va falloir trouver des solutions de simplicité en disant aux ménages, vous devez aller là, parce que c'est bon pour le territoire, c'est bon pour le climat, mais voilà comment on vous accompagne, et vous signez juste en bas, et voilà tout le processus. Est-ce que vous pensez qu'on peut tenir finalement nos engagements de neutralité carbone d'ici à 2050, sans trop faire de politique, s'il vous plaît? Je ne sais pas si on doit le tenir, mais je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, quel serait l'autre choix, en fait? Parce que oui, ça coûte cher. Je ne vais pas vous le cacher, ça coûte cher, et il faut mettre de l'argent, il faut mettre de l'argent public, et il faut mobiliser de l'argent privé. Mais quel serait l'autre choix? Le choix de l'inaction,
pour moi, est un choix qui n'est pas acceptable pour le territoire. Et si la politique se mesure pas, en tout cas en nombre de manière court-termiste, et si on regarde le long terme, moi, je peux pas être un responsable politique qui fait pas son possible pour amener ce territoire à être vivable dans 50 ans. Et si je veux faire ça, eh ben, il va falloir mettre l'ensemble des moyens. Mais donc aussi se dire qu'il va falloir user de la dette. C'est la Banque Postale, c'est l'Institut d'économie pour le climat qui le dit. Il va falloir user de la dette, peut-être user de l'impôt, mais il va falloir mettre de l'argent sur la table et que tout le monde y contribue à la hauteur de ses moyens pour pouvoir y arriver. Si on n'arrive pas à ces objectifs d'ici 2050, on verra qu'à un moment donné, on n'aura plus d'argent pour payer l'énergie. Du coup, on va fermer des bâtiments, diminuer des services publics. Et donc, est-ce qu'on est prêt à accepter demain à ne plus pouvoir ouvrir autant d'écoles qu'on voudrait, à ne plus amener les enfants en crèche, à plus avoir d'équipements publics de qualité? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de la préservation de notre modèle social, mais aussi de nos modes de vie. Si on veut préserver nos modes de vie, il faut investir aujourd'hui sur l'avenir. Je rajouterais par rapport à ça que vous posiez la question justement de l'état de la filière et... le bâtiment est par définition le reflet en fait de notre société, des enjeux principaux. Ce qu'on voit en ce moment, parce qu'en fait, quand on parle de rénovation énergétique, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un des enjeux essentiels, mais on est dans cette logique de durabilité. La durabilité, c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'une durabilité au niveau de ce qu'on construit, ce qu'on rénove, mais on a besoin de durabilité dans les process, on a besoin de durabilité dans les aides, on a besoin de durabilité dans les décisions qui vont être prises. Là, ce qui se fait en ce moment, ce qui se décide en termes d'arbitrage au niveau budgétaire, c'est juste inaudible. Ça va pas dans ce sens-là. Bah non, parce qu'on est en train de prendre de l'argent à droite pour le mettre à gauche, etc., sans aucune logique en fait de projection. Et tous nos concitoyens, mais plus encore les jeunes générations, veulent, que ce soit dans leur quotidien personnel ou professionnel, veulent du sens. On le voit par rapport à ceux qui viennent dans cet environnement ici. Ils veulent avoir une utilité dans ce qu'ils font. Et tout ça, ça va s'inscrire dans une certaine durée. Et en fait, on est rattrapé par un espèce d'échiquier politique qui nous fait nous tirer une balle dans le pied, alors que l'ensemble de la filière, l'ensemble des acteurs du bâtiment sont disponibles pour avancer de concert. Alors oui, on a des débats, on a des débats sur le monogeste, sur le multigeste, il y a plein de choses qui se font autour de la rénovation énergétique, mais on avance, justement, on adapte aussi, d'une certaine manière. On a des organisations d'État, France Rénov fait tout son possible pour essayer de s'ajuster, s'adapter, c'est pas simple. On discute, on échange. Voilà, la filière du bâtiment, elle est riche en ça parce que justement, elle représente tous les métiers, elle représente vraiment notre pays. Et il faudrait que, justement, à côté de ça, en fait, on ait un peu de stabilité, de durabilité dans toutes les décisions qui sont prises au niveau parce qu'on a un pays qui est très centralisé et que malheureusement, ça a une incidence sur toutes les régions. On le voit dans les témoignages. Donc j'espère, c'est un cri du cœur que je pense qu'on partage tous, qu'on va pouvoir au moins maintenir les dispositifs, lutter contre ce qui est vraiment problématique. On a parlé effectivement des arnaques, toute cette série de choses qu'il faut encore ajuster, mais en tout cas avoir cette notion de durabilité pour l'ensemble des dispositifs qui se mettent en place. Le Réno-Days, le Réno-Tour sert également à ça, finalement, à entendre aussi parfois la parole politique, en plus des acteurs locaux de la filière, pour être entendu justement par l'exécutif. C'est aussi l'un des objectifs, évidemment. Alors, je ne connais pas combien de personnes du gouvernement iront consulter les podcasts, les vidéos, tout ce qu'on a essayé de mettre en place. Je rappelle d'ailleurs que sur Strasbourg, ainsi que sur Lille, Lyon et Marseille, on est accompagné aussi par BFM pour une diffusion locale de plus grande ampleur. Donc j'espère qu'à un moment, par toutes ces initiatives, nous et d'autres initiatives qui se mettent en place dans les régions, ça finira par être entendu. Il y a un autre point qui me paraît assez essentiel, la décarbonation, on en a parlé, la neutralité carbone aussi. Une des raisons pour lesquelles je vous invite à vous rendre sur le Forum Réno-Days, c'est que c'est le premier événement de rassemblement professionnel qui est quasiment à la neutralité carbone. Voilà. On a pensé cet événement en complète adéquation avec la thématique. Et ça, rien que ça, c'est comme ici, en fait. Nous, c'est ce qu'on veut mettre en lumière. Alors, notre forum j'en parle là, mais toutes ces initiatives, on veut aussi les mettre en lumière parce que c'est des initiatives qui ont du sens. C'est une illustration pratique de ce à quoi on veut arriver.
neutralité carbone, rénovation énergétique, etc. C'est toutes ces thématiques-là. Donc oui, vous le retrouverez aussi au sein du forum, parce que le forum, c'est un des premiers événements qui a eu lieu. On a enlevé la moquette. C'est un des premiers événements où on a été uniquement dans du réemploi. Il n'y a rien qui a été construit pour l'événement. Tout a été réutilisé, etc. Et plein de petites initiatives comme ça. Donc c'est tout naturellement qu'on va continuer de l'alimenter avec toutes les initiatives qu'on a vues, puisque bien entendu, après, il y a le contenu, il y a la thématique. Donc voilà. Puis il y a les nombreuses autres villes derrière aussi. Qui vont venir alimenter, mais encore une fois, je le répète, je pense que Strasbourg met la barre assez haute, donc c'est de bon augure pour le reste de la tournée. De bon augure. En tout cas, c'est une tournée qui a... Alors évidemment, c'est la première date, donc c'est difficile d'avoir du recul, mais ça a vocation à être pérennisé dans le temps, évidemment, ce type de tournée. Oui, mais on va déjà se concentrer sur cette année. Mais oui, non, on fera une tournée aussi l'an prochain. Le Forum Renault Days, c'est un événement qui était normalement fait pour être en année impaire pendant qu'on organise le Mondial du bâtiment en année paire. Je pense qu'on va probablement annualiser le forum, c'est-à-dire qu'on va intégrer le Forum Renault Days dans le Mondial du bâtiment, parce que la rénovation énergétique peut pas attendre qu'on en parle tous les 2 ans dans un événement comme le nôtre. Et donc oui, par définition, si on intègre Renault Days dans une certaine annualisation, le Renault Tour aussi devra s'intégrer dans une annualisation. Peut-être qu'on complétera par d'autres villes, peut-être qu'on descendra d'un cran en termes de nombre d'habitants pour avoir aussi donné un coup de projecteur à des villes qui ne sont pas forcément des capitales de région, mais qui sont aussi dynamiques avec des bonnes pratiques. On va voir comment on peut organiser tout ça avec nos moyens et nos ressources. Merci d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci aussi, le premier adjoint au maire de Strasbourg. Merci d'avoir assisté aussi à cette émission qui est disponible en replay sur les antennes de Radio Imo, Radio Territoria et Bâti Radio. Merci. Dans un instant, une seconde table ronde où on parlera notamment d'innovation. Merci de votre fidélité et à très vite. Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat.